Alors, premier chapitre, c'est l'élaboration, traite de l'élaboration et de l'adoption des lois. Alors, nous constatons que la Constitution française, elle consacre plus de la moitié de ses articles, à peu près la moitié de ses articles, à définir les détails du dispositif de cette fameuse démocratie représentative, démocratie dite représentative, pour permettre l'élaboration, pour parler de l'élaboration des lois. Alors, ce domaine de l'élaboration des lois, il est largement décrit en des termes d'une clarté et d'une précision millimétrique. Au contraire, d'autres domaines largement plus fondamentaux, me semble-t-il, comme par exemple la liberté individuelle ou la liberté d'opinion, qui sont volontairement au mieux laissés dans le flou, au pire qui sont ignorés. Alors, que dit la Constitution à propos de l'élaboration de la loi? Eh bien, la Constitution, elle dit que les lois sont fabriquées et qu'elles sont adoptées par un groupe de représentants élus une fois tous les 5 ans, et un groupe de représentants qui sont inamovibles pendant ces 5 ans. Elle dit également que ces lois sont modifiables à tout moment par ce même groupe de représentants, et comme la Constitution ne fixe aucun domaine ni aucune borne à la loi, comme on l'a vu précédemment, dans l'étude précédente sur la source de la loi, qu'on avait titré numéro 2, je crois, la loi peut traiter de tout sujet et s'appliquer indistinctement à tout public. A contrario, il n'existe aucune possibilité constitutionnelle d'élaborer une loi par un dispositif citoyen, et encore moins, il n'existe aucun dispositif permettant de la faire adopter par un dispositif citoyen. La seule possibilité permettant de faire valider une loi par l'ensemble des citoyens, c'est le référendum. Mais nous savons tous que le déclenchement de ce référendum, il est réservé au président de la République, à l'exclusion de tout référendum d'initiative populaire ou d'initiative citoyenne. De ce point de vue, eh bien, moi je pense qu'une constitution réellement démocratique devrait étudier un dispositif permettant d'élaborer les lois par l'intermédiaire de groupements de citoyens et de les faire valider par le suffrage universel. C'est la carence majeure de la Constitution actuelle du 4 octobre 1958 pour ce qui concerne précisément le dispositif d'élaboration des lois. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Alors, dans ce cadre-là, s'il y avait un tel dispositif, ça serait quel genre de démocratie de ton point de vue? Parce qu'actuellement, c'est une démocratie dite représentative. Et s'il y avait pour le peuple ou une partie du peuple la possibilité d'initier une loi puis de la faire valider par référendum par l'ensemble du peuple, ça serait une démocratie à la fois représentative et à la fois directe, ou ça serait quoi comme système? Alors, on n'a pas de nomenclature référencée, approuvée, certifiée pour nommer une démocratie plus ou moins ceci ou plus ou moins cela. Hein, voilà. Bon. On en revient toujours à cette genèse sémantique du terme démocratie qui, pour ce qui concerne la France, démarre à partir de la Révolution de 1789. À partir de la Révolution de 1789, on a dit nous avons maintenant une démocratie. Je ne vais pas reprendre mon petit topo sur Sieyès, hein, qui a dit, je vais le reprendre quand même du coup, qui a dit nous avons fait la Révolution pour que ce soit le peuple qui fasse les lois. Hein, alors voilà, on parle de l'élaboration des lois. Hein, bon. Mais nous nous rendons compte que le peuple n'a ni le temps ni assez d'instructions pour les faire, donc nous allons faire autrement. On n'avait pas prévu comme ça, mais bon, c'est hypocrite parce qu'en fait il l'avait prévu. Bref, nous allons faire ce que j'appelle moi le gouvernement représentatif. Alors, c'est le premier mot, la première expression qui a été employée, c'est Sieyès qui l'a employé, il a parlé de gouvernement représentatif. Voilà, bon, c'est devenu démocratie représentative parce que on avait dit c'est plus la monarchie, c'est la démocratie.
Si elle s'est dit on va faire le gouvernement représentatif, on dit écoute, bon, ça va être plus simple, on va faire de la démocratie représentative. Et puis, petit à petit, on a enlevé le mot représentatif, et voilà, et aujourd'hui on parle de démocratie, on parle de les démocraties. Alors dans la fameuse allocution dont j'aimerais d'ailleurs qu'on parle, la petite allocution de 5 minutes de Macron, préalable au premier conseil des ministres de la rentrée, là, fin août, c'était le 23 août ou le 24 août, conseil des ministres qui n'est pas diffusé habituellement, et là, les caméras étaient là pour faire la petite allocution de Macron. Il a parlé, à mon avis abusivement, parce qu'il faudrait qu'il reprenne la définition du mot, il a parlé de téléologie de démocratie. C'est-à-dire que les sociétés humaines étaient... bon, il y avait une cause finale qui s'imposait, axiomatique, c'était la démocratie. Bon, on ne sait toujours pas ce que c'est que la démocratie. Alors en fait, c'est la démocratie représentative. La démocratie représentative qui est extrêmement bien décrite dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, pour ce qui concerne ces mécanismes de fonctionnement. C'est exactement comment est-ce qu'on nomme les députés, ce que doit faire le député. Voilà. Bon. Donc, nous sommes dans le cadre d'une démocratie représentative qui est extrêmement bien décrite, dont le dispositif n'est pas ambigu du tout. Voilà. Bon. Et pour ce qui concerne l'élaboration des lois, elle est décrite dans la Constitution de 58, et elle dit bien que l'élaboration de la loi ne sera pas faite par la multitude. Elle sera faite par une minorité. Voilà. Donc la rupture, alors s'il doit y avoir une rupture, s'il doit y avoir une bascule, parce que dans cette allocution préalable de Macron, il a parlé de bascule. Alors là, c'était un mot énorme, hein. Bon. Et nous entrons dans une nouvelle phase, il va y avoir une bascule, etc. Bon. Alors, pensez plutôt aux affaires énergétiques, hein. Mais si on imagine une bascule institutionnelle, la bascule, c'est effectivement passer d'une démocratie, alors, passer d'un système où la loi, on va être beaucoup plus précis, parce que démocratie, on a déjà parlé du fonctionnement de l'État avec un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, mais la bascule, c'est le jour où le pouvoir législatif, il est entre les mains du peuple tout entier. Là, c'est la vraie bascule. Aujourd'hui, le pouvoir législatif est entre les mains d'une minorité. Alors, on va en parler plus loin dans les autres chapitres, parce qu'on parle d'élaboration de la loi, comment elle se fait, mais il faut voir ensuite les arcanes, les mécanismes. Et donc, encore une fois, je dirais un memento, un mode d'emploi extrêmement détaillé qui s'appelle la Constitution du 4 octobre 1958. La véritable rupture, ce serait d'écrire une Constitution dans laquelle le processus d'élaboration de la loi et de fabrication, parce que élaboration, c'est même pas encore assez précis. Élaboration, est-ce que c'est uniquement l'initiative ou est-ce que c'est la finalisation? Hein? Bon. Alors si élaboration, ça comprend toutes les phases de fabrication de la loi, c'est-à-dire l'initiative, le débat et la votation finale, si ça s'appelle élaboration, la véritable rupture, c'est de faire en sorte que cette fusée à 3 étages, elle soit pilotée uniquement par le peuple. Je peux un peu prolonger cette affaire de mots. Parce que derrière cette affaire de mots, il y a une affaire d'idéologie et en fait une affaire de manipulation des peuples, de manipulation des masses. Hein, bon. Effectivement, alors, démocratie représentative, il y a, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un oxymore, mais il y a une contradiction entre démocratie et représentatif. Démocratie, bon, le terme étymologique, ça vient du grec, démos et kratein, démos, le plus grand nombre, le peuple, et kratein, commandé. Donc, démos kratein, c'est pas représentatif. Ou alors, il faut dire représentatif. Le peuple est représentatif. Bon, voilà. Et donc, précisons. Alors, personne et l'oligocratie au pouvoir, le système au pouvoir aujourd'hui, se garde bien de préciser ces deux mots. De préciser démocratie, de dire que ça vient
de Démosthratien et que c'est tout le peuple, et représentatif, que c'est représentatif. Bon, c'est arbitraire de dire que c'est représentatif. Si c'est tout le peuple qui fait la loi, c'est forcément représentatif. Si c'est quelqu'un d'autre qui fait la loi à la place du peuple, alors là, du coup, le mot représentatif peut prendre une signification. On va dire, nous allons prendre un échantillon représentatif. Un petit peu comme font disons les boîtes de fabrication de produits, de marketing qualitatif. Ils prennent un échantillon représentatif. Quand ils lancent un nouveau produit, ils prennent un échantillon représentatif de consommateurs, et puis là ils testent sur eux, et à partir de là ils disent bon, l'échantillon représentatif est d'accord avec ça, donc on va l'élargir au plus grand nombre. Et finalement dans la loi c'est la même chose, hein. L'échantillon représentatif pense qu'il faut voter, qu'il faut édicter telle règle coercitive, et à partir de là on va l'élargir au plus grand nombre. Bon. Donc ce qui est important dans les deux mots démocratie représentative, c'est pas le mot démocratie, c'est le mot représentatif. Représentatif, et il faut expliquer, c'est représentatif, ça veut dire qu'on met en place un échantillon qu'on considère comme étant représentatif. Alors là, de quelle façon est constitué l'échantillon? Est-ce que le mode de choix de l'échantillon, le mode de désignation de l'échantillon nous garantit que ce sera représentatif? De ce point de vue-là, on ne peut absolument pas, rien, on pourra jamais démontrer que les échantillons sont représentatifs. Hein. Et c'est un principe qu'on pose. Voilà, si on fait voter les gens, ils vont désigner quelqu'un, donc ce sera représentatif. Donc la notion de représentatif est une notion qui, et non pas qu'elle est arbitraire, elle contient en elle-même l'arbitraire de dire que c'est représentatif parce qu'il y a certaines personnes qui ont voté pour désigner quelqu'un. Et que ce quelqu'un, chaque fois qu'il s'exprimera ou chaque fois qu'il prendra par un vote, il traduira vraiment ce que tous les gens qui l'ont élu pensent. Or, c'est manifestement faux. Donc, la notion représentative est une notion arbitraire qui est posée comme ça, et qu'on nous demande d'accepter, mais il n'y a pas de débat. Et c'est frappant d'ailleurs, je viens d'en parler, qu'il n'y a pas de débat sur la représentativité, sur la notion de représentativité de ces 577 députés de l'Assemblée nationale. Alors chaque fois qu'il y a un début de débat, on va dire oui, mais comment voulez-vous qu'on fasse? Comment voulez-vous faire? Bon, vous voyez bien. Alors, et on te ressort la fameuse phrase de Winston Churchill: la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est-à-dire que on n'a rien trouvé de mieux, donc on fait comme ça. Mais en tout cas, ça ne nourrit pas le débat. Ça. Le débat, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens qui font la loi, qui fabriquent la loi, sont réellement représentatifs des 45 millions de citoyens majeurs en France. Et la seule réponse, du point de vue de la recherche expérimentale, de la rigueur scientifique, c'est de dire que tout le monde y participe. Si tout le monde y participe, là, ce sera représentatif. Tout le reste, ça n'est qu'une construction d'esprit. Et c'est vrai que... qualifié d'arbitraire. Oui. Il n'y a pas une synonymie entre dire c'est le peuple qui va faire la loi, et puis dire le peuple est obligé de participer à l'élaboration de la loi. Et effectivement, sans entrer dans le détail, bon, on fait pas une émission là sur les dispositifs de démocratie directe, hein, mais on peut retenir simplement une chose très simple, c'est que la loi, elle démarre d'une proposition de loi. La proposition de loi, il faut qu'elle soit faite par le peuple, c'est-à-dire une personne seule ou un groupe élargi. Il faut qu'elle soit faite, la proposition peut être faite par une personne seule ou par un groupe élargi, mais elle ne peut entrer en débat en vue d'une votation que si le projet, bon,
est approuvé par une certaine quantité. Donc il y a déjà là une notion de quota à déterminer. Bon, nous avons mis des quotas, mais ce qui compte, c'est le principe qu'une proposition, elle entre dans je dirais, la machine à débattre et à voter que si elle est... mais elle peut émaner de n'importe qui. Ça, c'est extrêmement important. Après, il faut qu'il y ait une plateforme, on imagine une plateforme qui fait que tous les citoyens peuvent avoir accès à tout moment à toutes les propositions de loi qu'il y a et mettre leur like. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'une loi arrive en phase de débat et en phase de votation, les citoyens ne sont pas obligés d'y participer. Si les lois sont proposées par des gens qui ont intérêt à ce que cette loi soit appliquée. Bon, ça c'est la logique de base. Si ce projet n'intéresse pas suffisamment de personnes, les gens ne viendront pas voter et donc la loi ne passera pas. Alors là, il faut aussi un quota. Et il faut éviter, bien entendu, que s'il faut 1 million de signatures, par exemple, pour qu'un projet de loi entre en débat, et que ensuite ce soit la majorité de ceux qui ont voté qui passe, ça veut dire que n'importe quel lobby va pouvoir faire passer une loi, donc avec très très peu de votants. On retombe en fait dans le système actuel où on a un président de la République qui est élu avec 17% des voix. Donc il y a un deuxième niveau de quota qui fait que aucune loi ne peut être votée s'il n'y a pas un certain quota de participation. Bon, ça veut dire qu'au bout du compte, les lois qui n'intéressent personne, enfin les lois qui n'intéressent pas suffisamment de monde, on est sur le critère quantitatif là. Les lois parce que la démocratie directe, la vraie démocratie, c'est une affaire arithmétique. Hein, la loi, c'est la loi du nombre. Alors on peut ne pas être d'accord avec ça. Non. Mais c'est la base de la démocratie directe. La démocratie directe, c'est la loi de nombre. Bon. Et donc, s'il n'y a pas assez de gens intéressés par cette loi, cette loi, elle passera pas parce qu'il n'y aura pas assez de votants. Voilà. Là, donc le principe. Donc, aucune obligation, bien entendu, de venir donner son avis par rapport à un projet de loi qui est présenté. Et les gens savent aussi que s'ils ne viennent pas voter, ils agissent en faveur de la non-votation de cette loi. Voilà. Et que donc, ça veut dire que les lois qui sont votées, c'est vraiment des lois qui impactent le plus grand nombre. Parce qu'il faut qu'il y ait une majorité, mais il faut aussi qu'il y ait une participation importante. Voilà. Donc, c'est la fin des lobbies, c'est la fin des lois qui sont votées parce qu'il y a une minorité agissante, une minorité qui a intérêt, qui s'approche de petits groupuscules législatifs et qui lui vantent les mérites de telle ou telle loi qui va permettre de faciliter le travail de telle ou telle corporation. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, tu as parlé de la... Bon, ça c'est... Tu as parlé de la représentativité. Qu'est-ce que c'est que la représentativité ? Tu as parlé de représentativité sociologique. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, bon, pour la démocratie directe, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est clair. C'est le nombre. C'est le nombre indistinct. Hein. C'est-à-dire qu'une loi particulière, intéressant simplement une petite corporation, bon, si elle n'a pas une espèce de validité éthique pour l'ensemble des... Elle ne sera pas votée. Voilà. Ça va d'ailleurs faire une diminution du nombre de lois. Hein. Bien. Mais, si on... Bon, donc on peut rejeter la démocratie directe en disant non, la loi du nombre, on veut pas. On veut qu'il y ait une minorité qui décide des lois pour le plus grand nombre, parce que cette minorité, elle est éclairée, parce que ces gens-là, ils ont le temps, ils sont intelligents, ils savent mieux que les gens ordinaires quel est l'intérêt général des gens ordinaires. Et donc voilà, notre conviction à nous, c'est qu'il faut que les lois soient votées par une minorité. Alors mettons-nous dans ce cas de figure, parce que nous, on est là pour tout étudier. Mettons-nous dans ce cas de figure. Est-ce que, si on valide au départ,
si on valide. Si on se met dans le cas où on nous demande d'établir le meilleur schéma ou le schéma le moins mauvais possible dans le cadre d'un système représentatif. La question va se poser de savoir si celui qu'on nous propose aujourd'hui, il ne peut pas être meilleur. Ça, c'est intéressant. Bon. C'est intéressant parce que ne faut pas écarter non plus le réformisme. Le réformisme, pourquoi pas si on nous demande en tant que technicien des affaires constitutionnelles et législatives, on peut pourquoi pas nous solliciter pour améliorer le système de démocratie représentative. Même si, supposons que nous soyons vraiment partisans, font nous-mêmes démocratie directe, on peut pourquoi pas donner notre avis sur une amélioration du système représentatif. Et aujourd'hui, on nous dit est représentatif celui qui va être élu une fois tous les 5 ans sur disons une campagne électorale de 3 semaines, et à partir de là, pendant 5 ans, tout ce qu'il dira, tout ce qu'il fera sera représentatif des 500 ou des 600 000 personnes qui ont voté. C'est une absurdité. C'est manifestement une absurdité. Et ce que font d'ailleurs les entreprises commerciales, les industries, non, ils sont pas aussi, ils sont pas, j'allais dire aussi bêtes, ils sont plus pertinents. Ils disent, nous allons créer un échantillon représentatif sociologiquement. Ça veut dire que, eux, des 577 députés qui sont élus comme ça, je dirais à la volée, hein, en fonction de la cravate qu'ils ont à la télévision, ou simplement les professions de foi qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, si on va dire, oh, lui, celui-là, il a une bonne tête, je vote pour lui. C'est souvent comme ça que ça se passe. Bon, il y aurait... alors, on peut imaginer plein de choses. Il peut y avoir un tirage au sort dans le cas tu sais, les catégories CSP, les catégories socio-professionnelles, bon, avec tant d'ouvriers, tant de médecins, tant de trucs, voilà, bon. Et puis un tirage au sort, voilà, et on aurait nos 577 bons hommes, ce serait, voilà, une cinquantaine de médecins, une cinquantaine d'ouvriers, une cinquantaine de professeurs de français expatriés au Japon, voilà, bon, et donc, il y a des propositions comme ça qui existent. L'argument, la démocratie directe, c'est trop compliqué. Bon, c'est pas un argument. Alors, c'est une objection qui est faite. Démocratie directe, c'est compliqué, et on ajoute même, c'est plus cher. C'est plus coûteux. Bon. Alors, nous avons fait, dans le cadre de notre méthodologie critique, nous avons fait un inventaire de toutes les objections possibles, mais aussi des objections qui nous ont été opposées par des contradicteurs au cours des années, et on y a répondu. Alors, plus compliqué, je vais faire simple, plus compliqué, c'est pas plus compliqué, plus cher, c'est moins cher. Donc, la démocratie directe, elle est moins compliquée, et la démocratie directe, elle est moins chère. Bon. Alors, après, une fois que tu as dit ça, nous, on est demandeurs, moi, personnellement, je suis demandeur d'un zélateur de la démocratie représentative, ou tout au moins de quelqu'un qui dit que la démocratie directe n'est pas possible. Hein, je suis demandeur d'un débat. Voilà. Parce que une fois qu'on a... Alors, on peut, si on me donne un temps d'antenne suffisant, je vais expliquer pourquoi la démocratie directe, c'est pas plus compliqué que la démocratie représentative, par le dispositif détaillé que nous proposons. Ensuite, je vais expliquer pourquoi ce dispositif revient plutôt moins cher. C'est pas gratuit, la démocratie représentative, hein, ça coûte. Voilà. Et, mais après, je serai tout seul sans contradicteur. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas aller jusqu'au bout de la démonstration tant qu'on n'a pas été opposé à quelqu'un qui nous contredit, qui nous présente des arguments auxquels nous répondons par des contre-arguments et auxquels nous attendons qu'il réponde, lui, par des contre-arguments. Voilà.
Ensuite, alors, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu as dit juste en dernier là Ah oui. Tu as dit finalement en démocratie directe, on craint que les gens ne sont pas intéressés, mais au bout d'un moment, ils seront intéressés. Bon. Je pense qu'il y a une limite au pronostic. Voilà. Et j'irai même plus loin. Il ne faut pas élaborer des systèmes en fonction de ce qu'on pense qu'ils vont produire. Il faut élaborer des systèmes sur la base de principes. On dit des principes, bon, par exemple, la loi doit être faite par le plus grand nombre, c'est un principe. On verra bien ce que ça donne. Et dans tous les débats contradictoires que j'ai eus avec des opposants à la démocratie directe, bon, ils opposent des procès, non pas d'intention, mais des procès de ce que ça va donner, des pronostics. Dire, oui, mais si on fait ça, il va se passer ça. Oui, mais en faisant ça, il va se passer ça. Bon. D'abord, c'est le pronostic gratuit. Hein, moi, je peux dire, ben non, oui, ça va se passer autrement. Et puis, je dirais surtout, c'est pas ma méthodologie de raisonnement, mais ma méthodologie de raisonnement, c'est de partir d'un principe, d'élaborer un dispositif qui correspond à l'application, disons, aux règles d'application, qui est décliné en règles d'application opérationnelles. Bon, et puis on verra bien ce que ça donne. Bon, on a bien sûr toujours la possibilité d'apporter des correctifs au fur et à mesure de ce que... Donc, lorsqu'on dit oui, mais les gens viendront pas dans vos assemblées, ça les intéresse pas, On dit pas, on dit, ben, on verra bien. Et puis surtout, ils oublient, les gens qui connaissent ça, oublient le principe qui est que la loi, le caractère, comme je l'ai dit lors de la séance précédente, le caractère universaliste de la loi, elle doit concerner et s'appliquer et intéresser tout le monde. On ne fait pas une loi pour... voilà. Alors ça aussi, c'est une question de philosophie. On ne fait pas une loi pour une petite catégorie parce que ça va l'arranger. Pas fait pour ça, la loi. La loi, c'est pas fait pour faciliter la vie des cordonniers par rapport... bon, non. La loi, c'est un truc universaliste qui établit des interdictions ou qui énonce des contraintes. Et donc... lorsque une loi sera beaucoup trop catégorielle, bon, et qui n'intéressera qu'une toute petite catégorie, qui intéressera énormément, parce que cette petite loi qui a l'air de rien, ça va permettre à cette catégorie de faire des super profits, par exemple, pour employer un terme à la mode en ce moment, cette loi, elle avancera pas, elle verra jamais le jour. Donc, on sera débarrassé. Aujourd'hui, il y a 140 000 règles coercitives. Le contenu des 74 codes juridiques, ça fait en gros 140 000 règles coercitives. Bon, qui sont, on l'a vu, des voix contradictoires les unes avec les autres, etc. Donc, on est dans un maquis total de la loi qui serait, de ce point de vue, largement simplifié. Bon, il y a le caractère simple aussi de la loi. Une loi, c'est un truc simple. Les lois maintenant sont tellement compliquées que, je dirais, à l'instar et en dépassement même du raisonnement de CIS, disant l'individu ordinaire n'a pas le temps de s'occuper de faire les lois et n'a pas assez d'instructions pour s'occuper de faire les lois. Aujourd'hui, l'individu ordinaire, il est incapable de comprendre ce qu'il y a dans une loi. C'est imbitable ce qu'il y a dans les lois la plupart du temps. Or, la loi, elle doit être aussi, peut-être c'est le troisième critère que j'aurais dû ajouter la dernière fois, en disant la loi doit avoir un caractère universaliste et elle doit avoir un caractère coercitif. La loi aussi doit être compréhensible par n'importe qui, hein, par quelqu'un qui n'a pas le bac et doit être capable de comprendre la loi. Si quelqu'un qui n'a qu'un niveau d'éducation du secteur du primaire, on n'est pas capable de comprendre la loi, il y a un problème. Oui, je me souviens que quelqu'un m'avait fait une... Dans une vidéo, je disais que la loi devait être simple et il m'a dit que c'était pas simple. C'était quoi?
Euh, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit. Il avait utilisé un autre mot que simple, parce que ça peut être complexe, mais ça doit être compréhensible malgré tout. Je sais plus quel terme il avait employé, mais bref. Oui, alors je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord qu'on peut remplacer simple par compréhensible. Simple, 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 c'est subjectif. Ce qui va être simple pour toi va être compliqué. Parce que compréhensible, ça c'est vérifiable. Tu vas dans la rue, sur un trottoir, arrête les premières personnes, tu le lis. Alors, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, le gars dit je comprends rien. Je comprends pas un mot. Bon, donc c'est pas compréhensible. Là, on le vérifie par, disons, l'expérience expérimentale. Par l'expérimentation, je dirais in vitro, enfin in situ, In situ. Ouais. in vivo. Voilà, in vivo. Bon. Et nous, là, le boulot qu'on fait de décortiquer la loi, encore, bon, quand on parle de la Constitution, c'est quand même des phrases assez simples dans les constitutions, il arrive un moment où notre contradicteur va nous dire mais attendez, mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h l'homme ordinaire il regarde pas. Les gens sont soumis aux lois, mais ils ne les connaissent pas. Et voilà. Bon, le désintérêt voulu, entretenu, fertilisé, irrigué. Bon, le désintérêt du citoyen vis-à-vis de la loi sert au plus haut point les desseins de la caste gouvernante, c'est évident. Tout à fait.